Cours de maître, la couche liaison de données. Module 1, Introduction à la couche liaison de données. Un aperçu fondamental des raisons pour lesquelles la couche liaison de données est le héros méconnu des réseaux informatiques, établissant le quoi et le pourquoi avant de plonger dans les détails techniques. Leçon 1.1. Pourquoi étudier la couche liaison de données? Introduction. Mise en contexte. Imaginez que vous envoyez par la poste un vase en verre très fragile et très important à un ami. Écrire la bonne adresse sur un bout de papier, qui est la partie réseau, ne suffit pas. Vous devez emballer le vase dans une boîte solide, la sceller avec du ruban adhésif et la confier à un livreur local qui la transportera physiquement sans la faire tomber. Dans le monde des réseaux informatiques, la couche liaison de données est à la fois cette boîte solide et ce livreur local. Elle prend les informations numériques brutes et s'assure qu'elle traverse en toute sécurité les câbles physiques ou les ondes Wi-Fi jusqu'à l'appareil suivant. Objectif d'apprentissage, identifier les principaux avantages et les applications concrètes de la compréhension de la couche liaison de données dans les réseaux. Aperçu, nous allons explorer ce que fait fondamentalement cette couche, pourquoi elle agit comme un traducteur indispensable entre le matériel et les logiciels et comment elle empêche le chaos numérique. Transmission du contenu. Le pont entre deux mondes. Les ordinateurs parlent le langage des logiciels, comme les applications ou les sites web, mais les câbles réseau ne comprennent que les signaux physiques, c'est-à-dire les impulsions électriques, les flashs lumineux ou les ondes radio. La couche liaison de données agit comme le traducteur entre les logiciels intelligents et les câbles physiques muets. Pourquoi est-ce essentiel? Premièrement, la création de l'enveloppe numérique, que l'on appelle le cadrage. Elle prend les données brutes et les enveloppe dans un conteneur protecteur appelé une trame. Tout comme une enveloppe postale, cette trame possède une adresse d'expéditeur et de destinataire pour la livraison locale. Deuxièmement, le contrôle qualité, ou la détection d'erreurs. Les câbles physiques peuvent subir des interférences, comme des grésillements sur une radio. La couche liaison de données vérifie l'enveloppe à son arrivée. Si les données ont été brouillées ou endommagées pendant le transport, elle le sait immédiatement et peut rejeter les mauvaises données pour que votre ordinateur ne soit pas perturbé. Troisièmement, la gestion du trafic, ou l'accès au support. Imaginez 10 personnes dans une pièce essayant de parler fort exactement en même temps. Ce n'est que du bruit. La couche liaison de données agit comme le modérateur d'une réunion, fixant des règles pour qu'un seul appareil parle à la fois, évitant ainsi les collisions de données. Engagement interactif. Activité, le scénario du livreur. Voici 3 problèmes de réseau courants. En vous basant sur ce que vous venez d'entendre, identifiez quelle fonction de la couche liaison de données, cadrage, détection d'erreurs ou gestion du trafic, résout le problème. Problème 1. 2 ordinateurs essaient d'envoyer un fichier sur le même câble exactement à la même milliseconde, détruisant ainsi les 2 fichiers. Problème 2. Un four à micro-ondes interfère avec un signal Wi-Fi, transformant certains 1 en 0 dans une image en cours de téléchargement. Problème 3. Un ordinateur doit envoyer un morceau de film, mais le routeur local ne sait pas où ce morceau commence ni où il se termine. Évaluation et application. Question. Décrivez 2 raisons pour lesquelles la couche liaison de données est essentielle pour une communication fiable sur un réseau local, en utilisant des analogies simples du monde réel. Solution idéale. Premièrement, elle fournit un contrôle qualité grâce à la détection d'erreurs. Tout comme on vérifie si un colis est endommagé à la livraison, elle s'assure que les données n'ont pas été brouillées par des interférences physiques pendant la transmission. Deuxièmement, elle agit comme un modérateur de réunion, grâce à la gestion du trafic. Elle gère la façon dont les appareils se relaient pour partager le réseau, les empêchant de parler en même temps et de provoquer des collisions de données. Exemple pratique avec solution. Scénario pratique. Vous êtes dans un café, en train de lire un article sur votre téléphone via le Wi-Fi public. Soudain, quelqu'un allume un mixeur très puissant juste à côté du routeur, créant une forte interférence électromagnétique. Que fait la couche liaison de données de votre téléphone à ce moment précis? Solution du scénario, la couche liaison de données utilise sa fonction de détection d'erreurs. Lorsqu'elle reçoit la trame, l'enveloppe numérique contenant le texte de l'article, elle effectue une vérification mathématique. Elle constate que l'interférence du mixeur a corrompu les données.
Au lieu d'afficher du texte incompréhensible sur votre écran, elle rejette silencieusement cette trame endommagée, garantissant que votre téléphone ne traite que des données propres et intactes. Leçon 1.2, ce que vous allez apprendre dans ce module. Introduction. Mise en contexte. Avant de vous lancer dans un voyage en voiture à travers le pays, vous regardez une carte pour comprendre les principaux arrêts en cours de route. Vous n'avez pas encore besoin de connaître chaque nid de poule, mais vous devez connaître l'itinéraire. Cette leçon et notre carte, elle vous donnera un aperçu clair du chemin à parcourir dans ce cours. Objectif d'apprentissage. Décrire les principaux thèmes du module, y compris les rôles, les topologies et les trames. Aperçu. Nous allons découvrir les 3 grands piliers de la couche liaison de données que nous maîtriserons dans les modules à venir. Le rôle, les dispositions ou topologies et l'emballage, c'est-à-dire les trames. Transmission du contenu. Pilier 1. Le rôle de la couche liaison de données. Nous approfondirons les tâches spécifiques accomplies par cette couche. Vous apprendrez comment elle est divisée en 2 sous-départements distincts pour gérer différentes tâches efficacement, et comment les appareils partagent gracieusement le support réseau, comme les câbles ou les ondes, sans s'interrompre constamment. Pilier 2. Topologie de réseau et contrôle d'accès. Les topologies désignent simplement la forme ou la disposition du réseau. Votre réseau a-t-il la forme d'une étoile, d'une ligne droite? Nous examinerons comment les appareils sont physiquement câblés ensemble par rapport à la façon dont les données circulent logiquement à travers eux. Nous apprendrons également les règles spécifiques ou contrôles d'accès que les appareils utilisent pour demander la permission d'envoyer des données. Pilier 3. La trame de liaison de données. Nous ouvrirons l'enveloppe numérique, la trame. Vous apprendrez exactement ce qui est inscrit sur le devant de l'enveloppe, comme l'adresse MAC locale, et ce qui est mis au dos pour garantir que les données sont en sécurité et prêtes à être ouvertes par l'ordinateur récepteur. Engagement interactif. Activité. Créer une carte mentale rapide. Imaginez couche liaison de données dans un cercle au centre. Visualisez 3 branches qui en partent, étiquetées 1. Rôle, 2. Topologie et 3. Trame. Associer chaque branche à sa fonction, par exemple pour topologie, c'est comment le réseau est physiquement disposé. Évaluation et application. Question. Associer les sujets des prochains cours à leur définition simple. Sujet A. Topologie, B. Trame, C. Rôle. Définition 1. Les tâches spécifiques et les sous-départements qui gèrent la livraison locale des données. 2. Les dispositions physiques et logiques montrant comment les appareils sont connectés ensemble. 3. Les enveloppes numériques qui contiennent les données et les adresses de livraison locale. Solution idéale. A correspond à 2, topologie égale disposition, B correspond à 3, trame égale enveloppe numérique, C correspond à 1, rôle égale tâche spécifique et gestion. Exemple pratique avec solution. Scénario pratique. Un technicien installe un nouveau réseau dans un petit bureau. Il doit d'abord décider s'il va relier tous les ordinateurs à un point central, comme un hub, ou les relier en ligne les uns après les autres. Ensuite, il doit configurer la façon dont les ordinateurs emballeront leurs données pour qu'elles soient lisibles par les imprimantes locales. Sur quel pilier de la couche liaison de données ce technicien travaille-t-il? Solution du scénario. Lorsqu'il décide comment relier physiquement les ordinateurs, en point central ou en ligne, il travaille sur les topologies, le pilier 2. Lorsqu'il configure la façon dont les données sont emballées avec des adresses locales pour être lisibles par l'imprimante, il travaille sur les trames, le pilier 3. Conclusion du module. Félicitations, vous avez terminé l'introduction avec succès. Vous comprenez maintenant pourquoi la couche liaison de données existe pour traduire, emballer et transporter en toute sécurité les données à travers le monde physique, et vous avez une feuille de route claire pour le reste du cours. Cours de maître, la couche liaison de données. Module 2. Le rôle de la couche liaison de données. Ce module explore en détail les fonctions de la couche liaison de données, comment elle divise son travail en 2 sous-départements, comment elle gère la circulation des données et les règles universelles qui la régissent. Leçon 2.1. Aperçu de la couche liaison de données. Introduction. Mise en contexte. Imaginez un bâtiment d'entreprise de 7 étages appelé le modèle OSI. Tout en haut, au 7e étage, les directeurs, c'est-à-dire vos applications comme le navigateur web, prennent des décisions. Tout en bas, au 1er étage, les ouvriers, les câbles physiques transportent le matériel.
La couche liaison de données est le deuxième étage. Son rôle est crucial, elle prend les instructions complexes des étages supérieurs et les prépare pour que les ouvriers du rez-de-chaussée puissent les transporter physiquement. Objectif d'apprentissage: définir le rôle principal de la couche liaison de données dans le modèle OSI. Aperçu, nous allons voir précisément où se situe cette couche et pourquoi sa position de médiateur entre le matériel physique et le logiciel réseau est indispensable. Transmission du contenu. La position dans le modèle OSI. Les réseaux fonctionnent selon un modèle en 7 couches, la couche liaison de données et la couche 2. Juste au-dessus d'elle se trouve la couche 3, la couche réseau, qui gère l'aspect logiciel comme les adresses IP. Juste en dessous se trouve la couche 1, la couche physique qui est purement matérielle avec les câbles en cuivre, la fibre optique ou les ondes radio. Le rôle principal, son travail consiste à formater les données générées par les logiciels en trame, nos fameuses enveloppes numériques, pour qu'elles puissent voyager sur les câbles physiques, puis à faire l'inverse lorsqu'elle reçoit des signaux des câbles. Sans elle, le logiciel et le matériel seraient incapables de se comprendre. Engagement interactif. Activité. Visualiser un bâtiment à 3 étages. Le dernier étage est la couche 3 réseau logiciel, le rez-de-chaussée est la couche 1 physique matériel, au milieu se trouve le deuxième étage, la couche 2 liaison de données, le médiateur. Les informations doivent obligatoirement passer par ce deuxième étage pour aller de haut en bas ou de bas en haut. Évaluation et application. Question. Quelle est la fonction principale de la couche liaison de données par rapport aux couches qui l'entourent? A. Elle génère l'électricité pour les câbles. B. Elle agit comme un traducteur ou médiateur entre la couche réseau logiciel et la couche physique matérielle. C. Elle affiche les sites web sur votre écran. Solution idéale, la bonne réponse est B. Elle agit comme un traducteur et médiateur entre la couche réseau et la couche physique. Exemple pratique avec solution. Scénario pratique. Votre ordinateur portable doit envoyer un email via un câble en cuivre branché au mur. Le logiciel de messagerie a préparé le message, mais le câble ne comprend que les impulsions électriques. Quelle couche va prendre le message du logiciel et l'organiser pour qu'il puisse être converti en électricité sur le câble? Solution du scénario, c'est la couche 2, liaison de données. Elle agit comme le deuxième étage de notre bâtiment, prenant les données logicielles de la messagerie à la couche 3 et les préparant en les mettant dans une trame pour que la carte réseau puisse les transformer en impulsions électriques sur le câble à la couche 1. Leçon 2.2. Les sous-couches LAN et MAN de la norme IEEE 802. Introduction. Mise en contexte. Imaginez le service d'expédition d'une grande usine. Ce service a tellement de travail qu'il est divisé en 2 rôles. Un responsable administratif qui parle avec la direction pour savoir quoi envoyer et un chef d'entrepôt qui gère les livreurs et les camions pour savoir comment l'envoyer physiquement. La couche liaison de données fait exactement la même chose. Elle est divisée en 2 sous-couches pour être plus efficace. Objectif d'apprentissage. Différencier les sous-couches LLC et MAC dans les normes réseau IEEE 802. Aperçu. Nous allons découvrir les 2 moitiés de la couche liaison de données, la LLC, l'administratif, et la MAC, le chef d'entrepôt. Transmission du contenu. La couche liaison de données est scindée en 2 parties distinctes. 1. La sous-couche LLC pour Logical Link Control ou contrôle de lien logique, c'est la moitié supérieure. Elle communique avec les logiciels de la couche réseau au-dessus. Son rôle est d'identifier quel type de données est en train de passer, par exemple est-ce une page web ou un appel vidéo, pour pouvoir les traiter correctement. 2. La sous-couche MAC pour Media Access Control ou contrôle d'accès au support, c'est la moitié inférieure. Elle communique avec le matériel, les câbles ou le Wi-Fi en dessous. Ses responsabilités sont l'adressage, écrire l'adresse locale sur l'enveloppe, et le cadrage, fermer l'enveloppe. Engagement interactif. Activité. Imaginez la couche liaison de données divisée en 2. La moitié supérieure est la LLC, elle parle au logiciel. La moitié inférieure est la MAC, elle gère les adresses, les trames et parle au matériel. Évaluation et application. Question. Vrai ou faux? C'est la sous-couche MAC qui est responsable de la création des trames, c'est-à-dire l'emballage, et de l'adressage local. Solution idéale. Vrai. La sous-couche MAC, la moitié inférieure, gère le matériel, crée les trames et s'occupe de l'adressage local. Exemple pratique avec solution. Scénario pratique. Votre ordinateur est connecté à la fois en Wi-Fi et par un câble réseau. Il reçoit une page web.
Le matériel physique est différent, des ondes d'un côté et un câble en cuivre de l'autre. Quelle sous-couche de la couche liaison de données gère la différence entre ces deux matériels physiques? Solution du scénario, c'est la sous-couche MAC, Media Access Control. Puisqu'elle est la partie inférieure qui interagit directement avec le matériel, c'est elle qui s'adapte au fait que vous utilisiez du Wi-Fi ou un câble Ethernet. La sous-couche LLC au-dessus n'a pas besoin de s'en soucier, elle transmet juste la page web au logiciel. Leçon 2.3. Le contrôle d'accès au support. Introduction. Mise en contexte. Imaginez un pont à une seule voie dans une petite ville. Si des voitures venant de directions opposées essaient de traverser en même temps, il y a une collision et le pont est bloqué. Pour éviter cela, on installe un feu de signalisation ou une règle de céder le passage. Dans les réseaux, le support, le câble ou l'onde radio est souvent comme ce pont à une voie. Objectif d'apprentissage. Expliquer comment les appareils partagent le support réseau sans provoquer de collision constante. Aperçu. Nous allons comprendre pourquoi les données entrent en collision et comment les appareils se mettent d'accord pour parler à tour de rôle. Transmission du contenu. Qu'est-ce que le support ou média? Dans les réseaux, le support est simplement le chemin physique que prennent les données, les fils de cuivre, la fibre optique ou l'air pour le Wi-Fi. Le problème des collisions, si deux ordinateurs envoient de l'électricité sur le même câble de cuivre à la même microseconde, les signaux se mélangent et sont détruits. C'est une collision de données. Le contrôle d'accès au support, pour éviter le chaos, la sous-couche MAC instaure des règles. Avant d'envoyer des données, un ordinateur écoute le câble. S'il y a déjà des données qui circulent, quelqu'un d'autre parle, il attend. Si la voix est libre, il envoie son message. C'est comme des talkie-walkie. On ne peut pas parler et écouter en même temps. Il faut attendre son tour. Engagement interactif. Activité. Imaginez un câble réseau. L'ordinateur A veut envoyer un paquet. L'ordinateur B veut parler aussi, mais il voit le paquet de A, donc il patiente. Une fois la voie libre, l'ordinateur B envoie à son tour son paquet de données. Évaluation et application. Question. Décrivez en utilisant l'analogie du talkie-walkie ou du pont à une voie une méthode permettant de contrôler l'accès au support. Solution idéale. Pour éviter que les signaux ne se percutent et créent des collisions, les ordinateurs utilisent une règle simple. Écouter avant de parler. Comme avec des talkie-walkie, si un appareil entend que le réseau est occupé, il patiente, il ne transmet ses données que lorsque le canal est totalement silencieux et libre. Exemple pratique avec solution. Scénario pratique. Dans une classe de 30 élèves sont connectés au même routeur Wi-Fi. Ils cliquent tous sur « Envoyer » pour rendre leurs devoirs en même temps. L'air ne peut transporter qu'un seul signal à la fois sans qu'il soit brouillé. Comment le contrôle d'accès au support gère-t-il cela? Solution du scénario, la fonction de contrôle d'accès au support MAC de chaque ordinateur et téléphone va forcer les appareils à faire la queue numériquement. Ils vont écouter le canal Wi-Fi en quelques microsecondes. Un appareil va transmettre, les 29 autres vont attendre une fraction de seconde, puis le suivant transmettra, etc. Cela se passe si vite que l'utilisateur a l'impression que c'est simultané, mais en réalité, les appareils parlent strictement chacun à leur tour. Leçon 2.4. Les normes de la couche liaison de données. Introduction. Mise en contexte. Imaginez que vous voyagez à l'étranger avec votre chargeur de téléphone. Si le pays utilise une prise électrique différente de la vôtre, vous ne pouvez pas vous brancher. Heureusement, dans les réseaux informatiques, des organisations internationales ont créé des règles de prise universelles. Ainsi, un ordinateur Apple acheté au Japon peut se connecter à un routeur Samsung fabriqué au Brésil. Ces règles universelles s'appellent des normes. Objectif d'apprentissage. Identifier les principales normes IEEE 802 pour les technologies de réseaux locaux, LAN. Aperçu. Nous allons découvrir l'organisation qui écrit le livre des règles des réseaux locaux et mémoriser les 2 normes les plus célèbres au monde. Transmission du contenu. L'organisation IEEE. L'IEEE, Institute of Electrical and Electronics Engineers, est le groupe d'experts mondiaux qui rédige les règles pour l'électronique et l'informatique. Ils ont créé une famille de règles appelée IEEE 802, spécifiquement pour la couche liaison de données des réseaux locaux.
Les deux normes que vous utilisez tous les jours, premièrement, IEEE 802.3, c'est le nom scientifique de l'Ethernet, la connexion par câble classique que l'on branche sur un ordinateur. Deuxièmement, IEEE 802.11, c'est le nom scientifique du Wi-Fi, la connexion sans fil. Engagement interactif. Activité. Associer les concepts. Câble réseau ou connexion filaire correspond à la norme IEEE 802.3. Réseau sans fil ou connexion par onde correspond à la norme IEEE 802.11. Évaluation et application. Question. Associer la norme à sa technologie réseau correspondante. La norme 802.11 correspond-elle à l'Ethernet ou au Wi-Fi? Solution idéale, la norme IEEE 802.11 correspond au Wi-Fi et la 802.3 correspond à l'Ethernet. Exemple pratique avec solution. Scénario pratique. Vous allez dans un magasin pour acheter un nouveau routeur sans fil pour votre maison. Sur la boîte, au lieu du mot Wi-Fi, il y a écrit « Supporte les dernières normes de transmission IEEE 802.11 AC et 802.11 AX ». Comprenez-vous ce que vous achetez? Oui, grâce à votre connaissance de la couche liaison de données, vous savez que 802.11 est le standard mondial officiel pour les réseaux locaux sans fil. Vous êtes donc certain que cette boîte contient un routeur Wi-Fi, les lettres AC et AX désignant simplement des versions plus récentes et plus rapides de ce même standard de base. Conclusion du module 2. Excellent travail! Vous comprenez maintenant que la couche liaison de données n'est pas juste un concept abstrait. C'est un travailleur infatigable, divisé en deux équipes, LLC et MAC, qui appliquent des règles strictes de contrôle d'accès et des normes mondiales comme 802.3 et 802.11 pour empêcher le chaos numérique sur vos câbles et dans les airs. Cours de maître. La couche liaison de données. Module 3. Topologie de réseau et contrôle d'accès. Ce module examine la forme physique et logique des réseaux, comment ils sont dessinés sur un plan, ainsi que les règles précises utilisées par les appareils pour éviter les accidents de la route numérique. Leçon 3.1. Topologie physique et logique. Introduction. Mise en contexte. Pensez à la construction d'une maison. Vous avez d'un côté le plan d'architecte qui montre où se trouvent les murs et les portes, la forme physique, mais le plombier utilise un autre plan pour voir comment l'eau circule de manière invisible dans les tuyaux, le flux logique. Dans les réseaux, c'est la même chose. La façon dont les câbles sont branchés n'est pas toujours la façon dont les données circulent. Objectif d'apprentissage. Comparer les topologies physiques et logiques dans la conception d'un réseau. Aperçu. Nous allons faire la distinction entre ce que vous voyez avec vos yeux, le physique, et le chemin réel emprunté par les enveloppes numériques, le logique. Transmission du contenu. La topologie physique. C'est la disposition réelle des câbles, des ordinateurs et des routeurs. Si vous entrez dans un bureau et que vous dessinez un schéma de chaque câble reliant les ordinateurs à une boîte centrale, vous dessinez la topologie physique. La topologie logique, c'est le chemin invisible que les données, les trames, empruntent pour aller d'un point A à un point B. La différence, souvent, un réseau peut ressembler physiquement à une étoile, tous les câbles vont vers un point central, mais logiquement, les données voyagent comme si elles étaient sur une ligne droite, un bus, passant d'un appareil à l'autre de façon invisible. Engagement interactif. Activité. Visualisez 4 ordinateurs reliés par des câbles à un boîtier central. C'est une topologie physique en étoile. Maintenant, imaginez le flux des données. L'information part de l'ordinateur 1, va au boîtier, puis va à l'ordinateur 2, puis au 3, puis au 4. C'est une topologie logique en bus. Évaluation et application. Question. Quelle est la différence fondamentale entre une topologie physique et une topologie logique? Solution idéale. La topologie physique représente le câblage et la disposition matérielle visible. La topologie logique représente le chemin invisible que les données suivent réellement à l'intérieur de ce matériel. Exemple pratique avec solution. Scénario pratique. Un technicien installe un réseau en branchant 5 ordinateurs à un switch central. Visuellement, cela ressemble à une roue de vélo avec des rayons, une étoile.
Cependant, le manuel du matériel indique que les données sont envoyées à tout le monde en même temps sur un canal partagé. Quelle est la topologie physique et quelle est la topologie logique? Solution du scénario. La topologie physique est en étoile, ce que l'on voit avec les câbles. La topologie logique est en bus, la façon dont les données voyagent sur un canal partagé. Leçon 3.2. Topologie WAN, réseau étendu. Introduction. Mise en contexte. Imaginez le réseau routier d'un pays. Vous avez des autoroutes géantes qui relient les grandes villes, les réseaux étendus ou WAN, et de petites routes de quartier, les réseaux locaux ou LAN. Les topologies WAN sont les plans de ces grandes autoroutes nationales ou mondiales. Objectif d'apprentissage. Décrire les topologies WAN courantes et leurs caractéristiques. Aperçu. Nous allons découvrir les 3 principales façons dont les grandes entreprises connectent leurs bureaux situés dans des villes ou des pays différents. Transmission du contenu. 1. Point à point. Une route directe et privée entre 2 villes. Rapide, sécurisée, mais relie seulement 2 points. 2. Hub and spoke ou moyeu et rayon. Comme les vols d'une compagnie aérienne, toutes les petites agences doivent passer par le siège social central pour se parler. Si le siège social tombe en panne, personne ne peut communiquer. 3. Maillet ou mèche. Chaque ville est connectée à toutes les autres villes directement. C'est extrêmement fiable, si une route est coupée, on en prend une autre, mais c'est très cher et complexe à construire. Engagement interactif. Activité. Imaginez 3 villes, Paris, Lyon et Marseille. En réseau point à point entre Paris et Lyon, il y a une ligne. En réseau maillet, les 3 villes sont toutes connectées les unes aux autres. Il faut alors 3 lignes au total. Évaluation et application. Question. Laquelle de ces 3 topologies WAN, point à point, hub and spoke ou maillet, est la plus résistante aux pannes, mais aussi la plus coûteuse? Solution idéale, la topologie maillet, car il existe de multiples chemins alternatifs en cas de panne d'une ligne, mais elle nécessite beaucoup plus de connexions physiques, ce qui coûte cher. Exemple pratique avec solution. Scénario pratique. Une banque internationale a son siège à Londres et de petites agences à Madrid, Rome et Berlin. Pour économiser de l'argent, la banque relie Madrid, Rome et Berlin uniquement à Londres. Si l'agence de Rome veut envoyer un fichier à Madrid, le fichier doit d'abord aller à Londres. Quelle topologie WAN est utilisée ici? Solution du scénario, c'est la topologie hub and spoke, moyeu et rayon. Londres est le centre, le hub, et les autres villes sont les rayons. C'est moins cher qu'un réseau maillé, mais dépendant du centre. Leçon 3.3. Topologie WAN point à point. Introduction. Mise en contexte. Quand vous étiez enfant, avez-vous déjà fabriqué un téléphone avec 2 boîtes de conserve reliées par un fil bien tendu? Personne d'autre ne pouvait entendre votre conversation ni interférer. C'est exactement le principe d'une topologie WAN point à point. Objectif d'apprentissage. Analyser les avantages des topologies WAN point à point. Aperçu. Nous allons examiner de plus près la forme de réseau la plus simple et la plus directe qui existe. Transmission du contenu. La simplicité absolue. Le point-à-point est une connexion directe et dédiée entre 2 routeurs, par exemple le routeur de l'entreprise A et le routeur de son fournisseur d'accès Internet. Bande passante dédiée. Comme il n'y a que 2 appareils sur ce tuyau, ils n'ont pas à le partager. Toute la capacité du câble leur appartient. Pas de règles complexes. Puisqu'il n'y a personne d'autre sur la ligne, la couche liaison de données n'a pas besoin de règles compliquées pour gérer le trafic ou éviter les collisions. C'est juste toi et moi. Engagement interactif. Activité. Pensez à 2 situations de la vie courante où vous préférez un service point-à-point privé à un service partagé. Par exemple, prendre un taxi direct plutôt qu'un bus de ville qui fait 10 arrêts. Évaluation et application. Question. Expliquez en quelques mots l'avantage principal d'une connexion WAN point à point par rapport à un réseau où plusieurs bureaux partagent le même câble. Solution idéale. L'avantage principal est la bande passante dédiée. Puisque seuls 2 appareils sont connectés, ils ne partagent pas la connexion, évitant ainsi les ralentissements liés au trafic des autres et rendant la communication très sécurisée. Exemple pratique avec solution. Scénario pratique. Un hôpital possède 2 bâtiments situés à 5 km de distance. Ils échangent constamment de gros fichiers de scanners médicaux urgents.
L'informaticien refuse de passer par le réseau public et fait creuser une tranchée pour poser un câble de fibre optique unique et direct entre les deux bâtiments. Pourquoi a-t-il choisi ce point-à-point? Solution du scénario. Il l'a choisi pour garantir que 100% de la vitesse, la bande passante, soit disponible à tout moment pour les scanners vitaux, et pour une sécurité absolue, car aucun autre appareil extérieur ne peut physiquement intercepter les données médicales sur ce câble direct. Leçon 3.4. Topologie LAN, réseaux locaux. Introduction. Mise en contexte. Quittons les autoroutes WAN et retournons dans notre maison ou notre bureau LAN. Pensez aux multiprises. Si vous branchez tous vos appareils sur une seule multiprise centrale, tout dépend d'elle. C'est la base de la topologie locale moderne. Objectif d'apprentissage. Évaluer les topologies LAN courantes comme l'étoile et le bus. Aperçu. Nous allons voir comment vos ordinateurs sont physiquement reliés aujourd'hui à la maison ou au travail. Transmission du contenu. Topologie en étoile. C'est la norme absolue aujourd'hui. Chaque ordinateur possède son propre câble qui le relie à un boîtier central, généralement appelé un switch. L'avantage est que si le câble d'un ordinateur se casse, seul cet ordinateur est déconnecté. Le reste du réseau fonctionne parfaitement. Topologie en bus, qui est ancienne. Imaginez un seul long câble qui traverse le bureau. Chaque ordinateur y est pincé ou accroché. Le désavantage fatal est que si ce câble principal est coupé au milieu, tout le réseau s'effondre. Topologie en anneau, également ancienne. Les ordinateurs forment un cercle parfait. Les données tournent en rond jusqu'à leur destination. Engagement interactif. Activité. Classer ces topologies LAN de la moins fiable à la plus fiable si un seul câble venait à être sectionné par accident. Le bus est la moins fiable et l'étoile est la plus fiable. Évaluation et application. Question. Pourquoi la topologie en étoile a-t-elle remplacé la topologie en bus dans presque tous les réseaux locaux modernes? Solution idéale. Pour sa tolérance aux pannes. Dans une étoile, si un câble individuel se casse, seul l'appareil concerné est hors ligne. Dans un bus, si le câble principal est rompu, l'ensemble du réseau s'arrête de fonctionner. Exemple pratique avec solution. Scénario pratique. Dans une salle de classe, 20 ordinateurs sont connectés en étoile à un boîtier central. Un élève trébuche et arrache le câble de son propre ordinateur. Que se passe-t-il pour les 19 autres élèves qui passent un examen en ligne? Solution du scénario. Absolument rien. Grâce à la topologie en étoile, chaque appareil a sa propre liaison indépendante vers le centre. Seul l'ordinateur de l'élève maladroit perdra sa connexion Internet. Leçon 3.5. Communication full duplex et half duplex. Introduction. Mise en contexte. Avez-vous déjà utilisé un talkie-walkie? Vous devez appuyer sur un bouton pour parler, puis dire « terminé » et relâcher le bouton pour écouter l'autre. Vous ne pouvez pas parler et écouter en même temps. En revanche, lors d'un appel téléphonique normal, les deux personnes peuvent parler et s'entendre simultanément. Les réseaux fonctionnent exactement selon ces deux modes. Objectif d'apprentissage. Contraster les modes de communication full duplex et half duplex. Aperçu. Nous allons apprendre les termes techniques pour les talkie-walkie et les téléphones dans le monde numérique. Transmission du contenu. Half duplex, le talkie-walkie. Les données peuvent voyager dans les deux sens, mais pas en même temps. Si l'ordinateur A envoie un fichier, l'ordinateur B doit attendre que la ligne soit libre pour répondre. S'ils parlent en même temps, c'est une collision. Par exemple, les anciens hubs ou le Wi-Fi basique. Full duplex, le téléphone. Les données peuvent voyager dans les deux sens simultanément. Il y a comme deux voies séparées sur la même route, une pour l'aller, une pour le retour. Il n'y a donc jamais de collision frontale. Par exemple, les réseaux filaires modernes avec des switches. Engagement interactif. Activité. Pour le half duplex, visualisez une route à une seule voie avec une voiture qui avance et une autre qui attend. Pour le full duplex, visualisez une route à deux voies avec des voitures allant simultanément dans les deux sens. Évaluation et application. Question. Vrai ou faux? Le mode full duplex permet d'émettre et de recevoir des données simultanément, ce qui élimine totalement le risque de collision réseau. Solution idéale? Vrai. Puisqu'il y a un chemin dédié pour l'envoi et un autre pour la réception, les signaux ne peuvent pas se heurter. Exemple pratique avec solution. Scénario pratique.
Vous jouez à un jeu vidéo en ligne rapide tout en téléchargeant un gros film. Votre ordinateur est branché avec un câble Ethernet moderne qui supporte le full duplex. La vitesse de votre jeu sera-t-elle ralentie par les données de téléchargement qui bloquent le câble entrant? Solution du scénario: non. En mode full duplex, votre ordinateur peut envoyer les mouvements de votre jeu en même temps qu'il reçoit le film, sans qu'ils aient à attendre. Leçon 3.6 Méthode de contrôle d'accès au support. Introduction. Mise en contexte. Imaginez une réunion d'entreprise. Il y a deux façons de la gérer. Soit le patron donne un bâton de parole et seul celui qui a le bâton peut parler, c'est l'accès contrôlé. Soit c'est une discussion libre. Si personne ne parle, vous pouvez prendre la parole, mais si vous commencez en même temps qu'un collègue, vous vous excusez et recommencez. C'est l'accès par contention. Les réseaux utilisent ces mêmes règles pour gérer l'accès aux câbles physiques. Objectif d'apprentissage. Classifier les méthodes basées sur la contention et celles basées sur le contrôle. Aperçu. Nous allons découvrir les règles de politesse de la couche liaison de données. Transmission du contenu. Méthode par contention, l'accès libre ou premier arrivé. Les ordinateurs n'ont pas de tour défini. Ils écoutent le réseau, s'il est silencieux, ils transmettent, s'il y a un accident ou collision, ils s'arrêtent, attendent un instant aléatoire et réessaient. C'est rapide quand il y a peu de trafic, mais chaotique quand le réseau est bondé. Exemple, Wi-Fi, Ethernet classique. Méthode contrôlée, chacun son tour. Les ordinateurs reçoivent un jeton électronique. Vous ne pouvez envoyer des données que si vous possédez ce jeton. C'est très ordonné, sans aucune collision, mais plus lent car vous devez parfois attendre le jeton même s'il n'y a pas de trafic. Exemple, les vieux réseaux Token Ring, peu utilisés aujourd'hui. Engagement interactif. Activité. Associer les concepts. Pas de collision possible mais attente obligatoire correspond à l'accès contrôlé. Rapide mais risque d'accident si tout le monde parle correspond à l'accès par contention. Évaluation et application. Question. Associer la méthode à son fonctionnement. La méthode où un appareil doit attendre un jeton pour parler s'appelle-t-elle contention ou contrôlée? Solution idéale. C'est une méthode d'accès contrôlée. Exemple pratique avec solution. Scénario pratique. Le Wi-Fi de votre maison utilise une méthode où votre téléphone écoute si l'air est libre avant d'envoyer un message. Si votre téléphone et l'ordinateur de votre frère envoient un paquet exactement en même temps, le signal est brouillé, il s'arrête et réessaie. Quelle est cette famille de méthodes d'accès? Solution du scénario. Il s'agit d'une méthode d'accès par contention. Les appareils luttent pour l'accès au réseau de manière libre et gèrent les accidents lorsqu'ils surviennent. Leçon 3.7. La méthode d'accès CSMA-CD. Introduction. Mise en contexte. Imaginez que vous êtes dans une pièce plongée dans le noir absolu avec d'autres personnes. Vous voulez parler. Que faites-vous? D'abord, vous écoutez s'il y a du bruit. Si c'est calme, vous parlez. Mais si vous et une autre personne commencez à parler exactement en même temps dans le noir, vous vous arrêtez tous les deux, vous attendez un moment différent au hasard et vous réessayez. C'est exactement le CSMA-CD. Objectif d'apprentissage. Expliquer le processus CSMA-CD pour la détection des collisions. Aperçu. Nous allons décortiquer l'acronyme barbare du système qui gérait les anciens réseaux filaires. Transmission du contenu. CSMA-CD signifie Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection, soit accès multiple avec écoute de porteuse et détection de collision. C'est la méthode de contention classique pour les vieux réseaux Ethernet par câble en half duplex. Les 4 étapes du CSMA-CD sont 1. Écouter,
L'ordinateur écoute le câble électrique pour voir si des données y circulent. 2. Transmettre. Si le câble est libre, il envoie son message. 3. Détecter l'accident. Pendant qu'il envoie, il écoute. Si le signal électrique devient soudainement trop fort, c'est qu'il a percuté un autre signal. C'est une collision. 4. Reculer et attendre. Les deux ordinateurs arrêtent tout, tirent un nombre au hasard, par exemple 3 millisecondes et 5 millisecondes, ils attendent ce temps respectif, puis reprennent à l'étape 1. Engagement interactif. Activité. L'ordre chronologique correct du CSMA-CD est: premièrement, écouter si le câble est libre; deuxièmement, envoyer les données; troisièmement, détecter un pic de tension en cas de collision; quatrièmement, attendre un délai aléatoire. Évaluation et application. Question. Que fait un appareil sur un réseau CSMA-CD immédiatement après avoir détecté une collision? Solution idéale. L'appareil arrête de transmettre, envoie un signal pour avertir tout le monde de l'accident, puis attend un délai aléatoire avant d'écouter à nouveau pour réessayer. Exemple pratique avec solution. Scénario pratique. Deux vieux ordinateurs reliés par un hub sont configurés en CSMA-CD et ils envoient un fichier en même temps. Les signaux électriques se heurtent sur le câble. Pourquoi ne retente-t-il pas de renvoyer le fichier exactement au même moment après la collision? Solution du scénario. S'ils réessayaient au même moment, ils entreraient dans une boucle infinie de collisions. L'algorithme CSMA-CD force chaque ordinateur à choisir un délai d'attente aléatoire et différent pour s'assurer que l'un des deux parlera avant l'autre la prochaine fois. Leçon 3.8. La méthode d'accès CSMA-CA. Introduction. Mise en contexte. Le CSMA-CD fonctionne bien sur des câbles parce qu'il est facile d'entendre une collision électrique. Mais avec le Wi-Fi, les ondes radio, entendre une collision est presque impossible. Imaginez être dans une grande salle de bal bruyante. Au lieu de risquer une collision, vous envoyez d'abord quelqu'un demander la permission au maître de cérémonie de parler. S'il dit oui, tout le monde se tait pour vous. C'est le principe du CSMA-CA pour le sans-fil. Objectif d'apprentissage. Décrire comment le CSMA-CA évite les collisions dans les réseaux sans fil. Aperçu. Comment le Wi-Fi gère le chaos invisible des ondes radio. Transmission du contenu. CSMA-CA signifie Collision Avoidance, évitement de collision, utilisé par le Wi-Fi 802.11. Le problème du sans-fil. Sur un câble, on détecte les accidents avec CD. Sur le Wi-Fi, on essaie de les éviter complètement avec CA parce qu'ils sont durs à repérer dans les ondes. Le processus d'évitement. 1. L'ordinateur écoute l'air. Si c'est libre, il n'envoie pas tout de suite ses grosses données. Il envoie un petit message RTS, prêt à émettre, au routeur Wi-Fi en disant « J'ai besoin du canal pour 2 secondes ». Le routeur Wi-Fi crie à tout le monde de se taire, puis répond à l'ordinateur par un CTS libre d'émettre. L'ordinateur envoie ses données en toute sécurité. Engagement interactif. Activité. Complétez ce mini-dialogue entre un ordinateur portable et une box Wi-Fi selon la méthode CSMA-CA. Portable. Et box, j'ai une vidéo à envoyer. RTS. Box Wi-Fi. Ok, tout le monde, silence. C'est bon, portable, tu peux y aller. CTS. Évaluation et application. Question. Quelle est la différence fondamentale entre CSMA-CD en Ethernet filaire et CSMA-CA en Wi-Fi? Solution idéale. Le CSMA-CD filaire laisse les données partir, écoute s'il y a un accident et répare après. Le CSMA-CA en Wi-Fi demande d'abord l'autorisation via de petits messages RTS et CTS pour s'assurer que la voie est libre avant d'envoyer les vraies données. Exemple pratique avec solution. Scénario pratique. Vous êtes dans un café avec 50 autres clients sur le même Wi-Fi, vous voulez uploader une photo sur Instagram. Votre téléphone n'envoie pas immédiatement les mégaoctets de la photo dans les airs. Pourquoi la méthode CSMA-CA l'en empêche-t-elle? Solution du scénario. Si le téléphone envoyait la photo entière directement,
elle aurait 99% de chances de percuter les données d'un autre client en plein vol. Le CSMA-CA force le téléphone à envoyer d'abord un minuscule signal de réservation, le RTS, pour bloquer la piste temporairement, ce qui est beaucoup plus sûr et évite le gaspillage de bande passante. Conclusion du module 3. Un immense bravo. Vous avez traversé le module le plus dense. Vous savez maintenant faire la différence entre l'architecture physique de votre réseau, l'étoile de câbles, et la façon dont les données voyagent réellement en comprenant comment les ordinateurs gèrent la politesse sur les câbles avec le CSMA-CD et dans les airs avec le CSMA-CA. Cours de maître. La couche liaison de données. Module 4. La trame de la couche liaison de données. Ce module dissèque la fameuse enveloppe numérique, la trame. Nous allons examiner sa composition, comprendre comment les ordinateurs sont nommés localement avec les adresses MAC et voir pourquoi un colis local n'est pas emballé de la même façon qu'un fret international. Leçon 4.1. Les bases de la trame. Introduction. Mise en contexte. Imaginez que vous écrivez une lettre d'amour très importante. Le texte de votre lettre correspond à vos données. Si vous jetez la feuille nue dans une boîte de lettres, elle n'arrivera jamais. Vous devez l'insérer dans une enveloppe pour l'adresser et mettre un seau en cire au dos pour vérifier que personne ne l'a ouverte. Dans les réseaux, le processus de mise en enveloppe des données logicielles pour qu'elles puissent voyager sur le câble s'appelle l'encapsulation. Et l'enveloppe finale s'appelle une trame. Objectif d'apprentissage. Définir l'objectif et la structure générale d'une trame de liaison de données. Aperçu, nous allons découvrir les 3 grandes parties qui composent chaque trame qui circule sur votre réseau. Transmission du contenu. La couche liaison de données prend les informations provenant de la couche supérieure et y ajoute 2 éléments cruciaux pour former la trame. Une trame ressemble à un train de marchandises avec 3 parties. L'en-tête, la locomotive ou le devant de l'enveloppe, il se trouve au tout début de la trame. Il contient les informations de contrôle vital, l'adresse de destination, c'est-à-dire où va cette trame, et l'adresse source qui l'a envoyée. Les données, les wagons ou la lettre, c'est la charge utile. C'est le morceau de votre vidéo YouTube ou de votre email qui est transporté. La queue ou bande-annonce, le wagon de queue ou le seau de cire, elle se trouve à la toute fin. Son rôle unique est la sécurité et le contrôle qualité pour vérifier s'il y a eu des erreurs pendant le voyage sur le câble. Engagement interactif. Activité. Visualisez la structure universelle d'une trame de couche 2. À gauche, l'en-tête avec les adresses locales. Au centre, les données, le paquet IP ou le message. À droite, la queue pour le contrôle des erreurs. Évaluation et application. Question. Identifiez et nommez les 3 parties principales d'une trame de liaison de données. Quelle partie est responsable de la vérification des erreurs? Solution idéale, les 3 parties sont l'en-tête, les données et la queue ou bande-annonce. C'est la queue qui est responsable de la vérification des erreurs. Exemple pratique avec solution. Scénario pratique. Un hacker sur votre réseau local intercepte votre trame et modifie secrètement un 0 en 1 dans la section des données pour corrompre votre fichier, puis la laisse continuer son chemin. Comment l'ordinateur de destination saura-t-il que la trame a été modifiée? Solution du scénario, grâce à la queue de la trame. L'ordinateur récepteur va lire les données, puis comparer le résultat avec le code de sécurité inscrit dans la queue. Puisque le hacker a modifié les données, le calcul ne correspondra plus au sceau d'origine. L'ordinateur saura que la trame est corrompue et la détruira. Leçon 4.2. Les champs de la trame Ethernet. Introduction. Mise en contexte. Prenons notre en-tête et notre queue de la leçon précédente et mettons-les sous un microscope. Sur une vraie enveloppe postale, il n'y a pas juste une adresse, il y a le nom, la rue, le code postal et le timbre. Une trame Ethernet possède également des champs spécifiques de petites cases dédiées à des informations très précises. Objectif d'apprentissage. Identifier et décrire les champs clés d'une trame Ethernet. Aperçu, nous allons examiner ce que l'ordinateur lit exactement lorsqu'il reçoit l'en-tête et la queue d'une trame. Transmission du contenu. Voici les champs les plus importants d'une trame Ethernet standard. Dans l'en-tête. Le préambule. C'est une série de signaux de réveil. Il dit à l'ordinateur récepteur « Attention, réveille-toi, une trame arrive dans un instant, synchronise ton horloge ». L'adresse de destination, l'adresse physique de la carte réseau qui doit recevoir la trame. L'adresse source, l'adresse physique de la carte réseau qui a envoyé la trame. Le type ou longueur,
indique quel type de données se trouve à l'intérieur. Par exemple, est-ce un paquet IPv4 ou IPv6? Dans la queue, la bande-annonce. Le FCS, Frame Check Sequence ou séquence de contrôle de trame. C'est le cœur de la détection d'erreurs. C'est un calcul mathématique complexe effectué par l'expéditeur et revérifié par le destinataire pour s'assurer qu'aucun bit n'a été perdu ou abîmé. Engagement interactif. Activité. Associer les éléments. Un raclement de gorge avant de faire un discours correspond au préambule. Le nom de l'expéditeur au dos de l'enveloppe correspond à l'adresse source. Un sceau de garantie inviolable sur une bouteille correspond au FCS. Évaluation et application. Question. Quel est l'objectif du champ FCS dans une trame Ethernet? Indiquer la taille des données, détecter si la trame a subi des erreurs électriques pendant le transit, dire à l'ordinateur de se réveiller. Solution idéale, la bonne réponse est B. Le FCS détecte les erreurs survenues pendant le transit matériel. Exemple pratique avec solution. Scénario pratique. L'ordinateur de votre bureau est en mode veille électrique pour économiser de l'énergie. Le serveur imprimeur lui envoie soudainement une trame à 1 gigabit par seconde. Si le serveur envoyait l'adresse de destination dès la première microseconde, l'ordinateur endormi la raterait. Quel champ empêche ce problème? Solution du scénario, le préambule. Ce champ inutile en termes de données sert de sonnerie de réveil pour que la carte réseau de l'ordinateur soit totalement alerte et prête au moment précis où la véritable adresse de destination commence à être transmise. Leçon 4.3. Les adresses de couche 2. Adresse MAC. Introduction. Mise en contexte. Votre maison possède des coordonnées GPS qui peuvent changer si vous déménagez votre maison mobile, mais vous possédez une empreinte digitale et un numéro de sécurité sociale qui ne change jamais, peu importe où vous voyagez dans le monde. Dans les réseaux, l'adresse IP est le GPS. Elle change selon le réseau, mais l'adresse MAC est l'empreinte digitale permanente de votre appareil. Objectif d'apprentissage. Expliquer la structure et la fonction des adresses MAC. Aperçu. Nous allons apprendre à lire le numéro de sécurité sociale matériel gravé dans votre ordinateur, votre téléphone et votre téléviseur connecté. Transmission du contenu. Qu'est-ce qu'une adresse MAC? C'est l'adresse de contrôle d'accès au support, Media Access Control. C'est l'adresse physique gravée directement sur la puce de votre carte réseau lors de sa fabrication en usine. La structure. Elle est composée de 12 caractères hexadécimaux, des chiffres de 0 à 9 et des lettres de A à F. Elle ressemble souvent à ceci. 00.1A.2B.3C.4D.5E. Les deux moitiés. La première moitié, les 6 premiers caractères. C'est l'identifiant du fabricant. Il dit au monde « Je suis fabriqué par Apple, je suis un Samsung ou je suis un Dell ». La seconde moitié, les 6 derniers caractères. C'est le numéro de série unique attribué par ce fabricant à cette pièce matérielle spécifique. Aucune autre carte réseau au monde n'est censée avoir le même. Diffusion ou broadcast. Parfois, un ordinateur veut parler à tout le monde sur le réseau local en même temps. Pour cela, il utilise une adresse MAC de destination très spéciale où tout est au maximum. ff.ff.ff.ff.ff.ff. C'est comme crier au mégaphone. Engagement interactif. Activité. Regardez l'adresse MAC 4C.D9.8F.11.22.33. La première partie, 4C.D9.8F, représente l'entreprise qui l'a construite. La seconde partie, 11.22.33, est le numéro de série unique de l'appareil. Évaluation et application. Question. L'adresse ff.ff.ff.ff.ff est-elle une adresse unicast destinée à un seul appareil ou broadcast destinée à tous les appareils? Solution idéale. C'est une adresse broadcast de diffusion. Elle indique au switch de copier et de livrer cette trame à absolument tous les appareils connectés au réseau local. Exemple pratique avec solution. Scénario pratique.
Vous achetez un ordinateur portable en France et vous vous connectez à votre réseau domestique. Vous prenez ensuite un avion au Japon et vous vous connectez au Wi-Fi de l'hôtel. Votre adresse IP va changer, votre adresse MAC va changer. Solution du scénario. Votre adresse IP va changer car elle dépend du réseau local dans lequel vous vous trouvez, comme une adresse postale. En revanche, votre adresse MAC ne changera pas, car elle est physiquement gravée dans la puce Wi-Fi de l'ordinateur par le fabricant, c'est son empreinte digitale à vie. Leçon 4.4 Tram LAN et Tram WAN. Introduction. Mise en contexte. Si vous envoyez un mémo à un collègue dans le bureau d'en face sur un réseau local LAN, une simple enveloppe en papier suffit. Mais si vous devez envoyer ce même document à une agence située en Australie via des câbles sous-marins et des satellites sur un réseau étendu WAN, vous allez le mettre dans une valise diplomatique sécurisée, scellée et avec des bordereaux de douane. La lettre est la même, mais l'emballage change selon la dangerosité et la longueur du trajet. Objectif d'apprentissage. Comparer les formats de tram utilisés dans les réseaux LAN, comme Ethernet, et les réseaux WAN. Aperçu. Pourquoi une trame Ethernet est parfaite pour votre maison, mais inadaptée pour traverser un océan? Transmission du contenu. Les trames LAN comme l'Ethernet. Elles sont conçues pour des environnements partagés et bruyants, où plusieurs ordinateurs sont sur le même switch ou le même Wi-Fi. Elles ont besoin de beaucoup d'informations d'adressage, les fameuses adresses MAC source et destination, pour s'assurer que dans ce brouhaha local, le bon appareil reçoit le bon message. Les trames WAN. Elles sont conçues pour de longues distances, souvent entre deux routeurs connectés directement par un câble privé, c'est la topologie point à point. Puisqu'il s'agit d'un tuyau privé exclusif entre le routeur A et le routeur B, il n'y a pas d'autres appareils qui écoutent. Résultat, les trames WAN sont souvent plus légères. Elles n'ont généralement pas besoin d'adresses MAC complexes. Si le routeur A envoie des données dans le tuyau, seul le routeur B peut les recevoir à l'autre bout. L'enveloppe est donc simplifiée, mais les mécanismes de contrôle de connexion pour maintenir le lien à longue distance actif sont renforcés. Engagement interactif. Activité. Dans une trame LAN Ethernet, a-t-on besoin d'adresse MAC? Oui. Dans une trame WAN point à point, a-t-on besoin d'adresse MAC complexe? Non, car il n'y a qu'un seul destinataire possible au bout du câble. Évaluation et application. Question. Pourquoi une trame utilisée sur une liaison WAN point à point n'a-t-elle pas besoin d'adresse MAC lourde et complexe comme une trame Ethernet? Solution idéale, parce qu'une liaison WAN point à point est une connexion directe et privée entre deux seuls appareils. Comme il n'y a qu'un seul appareil à l'autre bout du câble, la trame n'a pas besoin d'une adresse physique détaillée pour trouver son chemin. Elle ne peut physiquement aller nulle part ailleurs. Exemple pratique avec solution. Scénario pratique. Votre ordinateur envoie une photo à un serveur situé à New York. La photo quitte votre ordinateur dans une trame Ethernet pour atteindre votre routeur Internet, votre box. Que fait votre routeur avec cette trame Ethernet avant de l'envoyer sur le long câble WAN en fibre optique vers le fournisseur d'accès? Solution du scénario. Votre routeur va agir comme un bureau de poste. Il va déchirer et retirer l'enveloppe Ethernet, récupérer la photo pure, le paquet IP, puis la réencapsuler dans une nouvelle enveloppe WAN beaucoup plus adaptée au long voyage à travers le pays. L'Ethernet ne survit jamais au-delà de votre routeur local. Conclusion du module 4. Bravo, vous avez décortiqué l'enveloppe. Vous savez maintenant que l'entête indique la direction, que les données sont votre précieux chargement et que la bande-annonce garantit qu'il n'y a eu aucune casse. Vous avez également compris que votre adresse MAC est l'empreinte digitale à vie de votre appareil et que la poste locale n'emballe pas les colis comme la douane internationale. Cours de maître, la couche liaison de données. Module 5. Révision du module écratique. Ce module final rassemble tous les concepts que vous avez appris. C'est le moment d'admirer le tableau d'ensemble, comment le rôle, les topologies et les trames travaillent ensemble pour rendre les réseaux possibles. Leçon 5.1. Qu'ai-je appris? La grande synthèse. Introduction. Mise en contexte. Au début de ce cours, la couche liaison de données ressemblait à un concept abstrait. Aujourd'hui, vous savez que c'est une usine logistique ultra organisée. Vous avez vu le livreur, qui est le rôle, les routes qu'il emprunte, qui sont les topologies, et comment il emballe ses colis, c'est-à-dire la trame. Il est temps de connecter ces trois idées pour voir la machine fonctionner en temps réel. Objectif d'apprentissage. Synthétiser les concepts clés de la couche liaison de données.
Son rôle, les topologies et les trames. Aperçu. Nous allons faire un résumé rapide des 3 piliers du cours pour vérifier que les fondations sont solides. Transmission du contenu. Pilier 1. Le rôle, le traducteur et le gestionnaire. La couche 2, liaison de données, est le pont entre le logiciel à la couche 3 et le matériel à la couche 1. Elle est divisée en LLC qui parle au logiciel et MAC qui parle au matériel et gère les adresses. Pilier 2. Les topologies et l'accès, le code de la route. Vous savez que la topologie physique, l'étoile moderne avec des câbles, peut différer de la topologie logique, le chemin des données. Pour éviter les accidents et collisions sur ces routes, les ordinateurs utilisent des règles de politesse comme le CSMA-CD sur câble et le CSMA-CA sur Wi-Fi. Pilier 3. La trame, l'enveloppe numérique. Les données ne voyagent pas nues. Elles sont encapsulées dans une trame contenant un en-tête avec l'adresse MAC unique et permanente de destination, les données elles-mêmes et une queue, le FCS, pour vérifier que le colis n'a pas été endommagé pendant le transport. Engagement interactif. Activité. Visualisez le voyage d'une image en utilisant ces 4 mots: trame, adresse MAC, topologie en étoile et FCS. Évaluation et application. Question sous forme de liste de contrôle d'autoréflexion. Pouvez-vous confirmer que vous maîtrisez les 5 points suivants? 1. Je sais pourquoi la couche liaison de données est la couche 2 du modèle OSI. 2. Je peux expliquer la différence entre une adresse IP changeante et une adresse MAC permanente. 3. Je comprends pourquoi la topologie en étoile est meilleure que celle en bus. 4. Je connais la différence entre le half duplex, comme un talkie-walkie, et le full duplex, comme un téléphone. 5. Je sais à quoi sert la queue, ou bande-annonce, d'une trame. Solution idéale. L'objectif est d'avoir oui aux 5 points. Si un point est flou, vous savez exactement quelle leçon régiser. Exemple pratique avec solution. Scénario pratique. Votre ami vous dit « Mon Wi-Fi est lent parce que tout le monde dans la maison télécharge des choses en même temps. Les ondes doivent se rentrer dedans. » Comment lui expliqueriez-vous ce qui se passe réellement en utilisant vos connaissances du module 3? Solution du scénario. Vous lui expliqueriez que les ondes ne se rentrent pas dedans de manière chaotique grâce au CSMA-CA, évitement de collision. Le Wi-Fi est lent précisément parce que cette règle force chaque appareil à demander poliment la permission de parler, avec les messages RTS et CTS, et à attendre son tour. Puisqu'il y a beaucoup d'appareils, la file d'attente invisible est longue, ce qui donne cette impression de lenteur. Leçon 5.2, le grand test final. Introduction. Mise en contexte. Un pilote de ligne apprend la théorie en classe, mais il ne devient un vrai pilote que lorsqu'il s'assoit dans le simulateur de vol et gère des pannes virtuelles. Ce grand test final est votre simulateur de vol pour la couche liaison de données. Objectif d'apprentissage, démontrer une compréhension globale de tous les sujets du module à travers des scénarios de dépannage. Aperçu, vous allez appliquer tout ce que vous avez appris pour résoudre des problèmes de réseau comme un véritable professionnel. Transmission du contenu. Avant de passer au test, voici la méthode de dépannage de la couche 2 pour penser comme un expert. 1. Vérifiez le physique d'abord. Si la topologie en étoile est brisée et le câble est coupé, aucune trame ne passera. 2. Vérifiez les adresses MAC. Si l'ordinateur tente d'envoyer un message local, a-t-il la bonne adresse de destination dans l'entête de la trame? 3. Vérifiez les collisions. Si le réseau est lent sur un vieux système filaire, y a-t-il un problème de règle CSMA-CD? Sont-ils bloqués en half duplex? 4. Vérifiez les erreurs et le FCS. Si les données arrivent mais sont illisibles, des interférences détruisent-elles les trames en cours de route? Engagement interactif. Activité. Visualisez une trame, une enveloppe, quittant votre téléphone via CSMA-CA, entrant dans votre routeur Wi-Fi, puis étant transformée en une nouvelle enveloppe pour traverser une fibre optique en WAN point-à-point jusqu'à un serveur lointain. Vous venez de visualiser l'intégralité du cours. Évaluation et application. Mini-quiz final récapitulatif. 1. Si un câble principal se coupe dans une topologie en étoile, combien d'ordinateurs perdent leur connexion? 2. Quelle sous-couche, LLC ou MAC, est responsable d'écrire l'adresse physique sur la trame? 3.
Comment appelle-t-on l'adresse spéciale FF-FF-FF-FF-FF-FF utilisée pour parler à tout le monde sur le réseau local? Solution idéale. Un seul ordinateur, celui relié à ce câble spécifique. Le reste du réseau centralisé continue de fonctionner. 2. La sous-couche MAC, Media Access Control. 3. Une adresse de broadcast ou diffusion. Exemple pratique avec solution. Le test du technicien. Scénario ultime de pratique. Une entreprise remplace son vieux réseau filaire qui utilisait un hub central en half duplex par des équipements modernes, des switches en full duplex. Soudainement, les techniciens remarquent que le protocole CSMA-CD, qui gérait les accidents de données, ne s'active plus du tout. Le patron panique et pense que le réseau est cassé. En tant qu'expert, que lui dites-vous? Solution du scénario, vous rassurez le patron en lui expliquant que c'est une excellente nouvelle. Le CSMA-CD sert à détecter les collisions. Or, le nouveau matériel fonctionne en full duplex, avec des voies séparées pour l'envoi et la réception, comme un téléphone. Puisqu'il est physiquement impossible que les données se percutent en full duplex, la couche liaison de données n'a tout simplement plus besoin d'utiliser l'algorithme de détection de collision CSMA-CD. Le réseau n'est pas cassé, il est devenu parfait. Conclusion du Master Course. Félicitations, vous avez terminé avec succès le Master Course complet sur la couche liaison de données. Vous avez commencé sans rien connaître à ces concepts et vous êtes maintenant capable d'expliquer l'encapsulation, les adresses MAC, les topologies et la prévention de collisions avec clarté et précision. Vous possédez désormais des fondations extrêmement solides en réseaux informatiques.